Bah, merci beaucoup du coup pour l'introduction et puis pour les premiers éléments effectivement de réflexion sur la démarche métabolisme urbain de pleine commune. Je vais accélérer du coup sur la partie contexte parce que vous en avez dit un mot. Mais globalement, juste pour expliquer pourquoi le territoire de pleine commune s'est lancé peut-être si tôt sur les questions du métabolisme urbain, parce que c'est un projet qui est à l'étude depuis 2015 déjà, une phase opérationnelle depuis 2017, mais les réflexions ont été lancées en 2015. Donc on y réfléchit parce que on a des gros enjeux, nous, en termes au-delà de résilience, parce que on est dépendant de l'extérieur pour se fournir en matériaux et pour gérer nos déchets. On a aussi des gros enjeux en termes de développement économique parce que on est un territoire qui est très très dynamique avec plus de 3000 logements à construire par an, des sièges sociaux qui s'installent, 7 gares du Grand Paris Express, donc pas mal de choses qui se passent chez nous, mais avec un taux de chômage qui est un des plus forts de France. Donc une difficulté à faire le lien entre le développement du territoire et le développement local. Et l'économie circulaire, c'est un moyen pour nous depuis le début de recréer de l'activité, de nous réapproprier nos activités et nos matériaux avec donc les personnes qui sont sur le territoire, mais aussi les entreprises et les associations du territoire. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est majeur pour nous depuis des années déjà. Du coup, juste en 2017-2020, donc on a une phase étude 2015, je vous montrerai quelques schémas après, qui nous ont permis du coup de bien sensibiliser les élus et bien de se rendre compte de l'urgence d'agir sur le sujet du métabolisme urbain. 2017-2020, on lance un plan d'action avec un groupement d'experts pendant 3 ans, donc comme mandataire Bellastock, avec voilà, Recovering, Albert Co, CSTB, encore heureux slash remix, le phare, etc. Enfin, pas mal d'acteurs qui nous accompagnent sur le sujet, avec 5 axes d'action qui n'ont pas trop bougé aujourd'hui, hein, mais j'y reviendrai après, avec l'intégration d'exigences économie circulaire dans des sites pilotes, la notion de filière, comment on fait émerger des filières locales de réemploi, la question du foncier, vous l'avez dit, qui va être centrale assez rapidement dans la démarche, puisqu'on s'est vite rendu compte que sans foncier, on n'arriverait pas à augmenter nos exigences en matière d'économie circulaire. Le numérique, je finirai un petit peu, j'ouvrirai, je ne vais pas insister dessus aujourd'hui, mais la question d'un outil qui pour permettre justement de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande de matériaux, et la question de la montée en compétence des acteurs, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, associations, sur comment on capitalise les uns sur les autres en fonction des actions qu'on mène sur les territoires. Donc une phase de généralisation qui est menée depuis 2020 et puis une accélération du coup en 2023. Je vais y revenir. Je passe très rapidement, mais ça, c'est les slides qu'on avait fait du coup phase étude en 2015, où on voyait assez rapidement là sur la partie bleue que c'était quand même le BTP qui impactait le plus notre territoire en termes de flux entrants et sortants, et du coup une nécessité pour nous d'agir sur ces flux-là. Quelques slides, je rentre pas dans le détail, mais encore une fois, vous pouvez voir à partir de ces slides-là, vous pouvez comprendre que les élus ont eu un peu un électrochoc à partir de ce moment-là, parce que on savait qu'on n'était pas résilient, mais quand on commence à mettre des chiffres dessus, c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. 11 tonnes par habitant par an de déchets du BTP sur le territoire, plus d'1 million de mètres cubes par an qui sont générés. Et en même temps 40 millions de tonnes de stock, c'est-à-dire nous, le territoire n'arrête pas de se déconstruire, réhabiliter, construire, etc. Donc 4 millions de tonnes avec lesquelles on pouvait, déjà présentes sur le territoire, avec lesquelles on pouvait composer pour faire nos projets de neuf. Un tournant en 2019, donc on se rend compte que bon, les acteurs sont mobilisés. Vous parliez tout à l'heure lors de l'introduction de la mobilisation des maîtres d'ouvrage. Nous, on se rend compte assez rapidement qu'il y a des maîtres d'ouvrage mobilisés, d'autres moins, d'autres qui sont mobilisés au début, puis après ça s'étiole un peu quand on se rend compte que c'est quand même encore un peu compliqué. Donc là, on commence à réfléchir, à se dire en tant que collectivité, on a quand même pas mal de compétences, vous le disiez, aménagement, rénovation urbaine, développement économique, qui nous permettent de mettre la pression, il faut être clair, hein, sur les différents acteurs pour qu'ils s'emparent du sujet et qu'ils s'emparent du sujet sérieusement. Parce que moi, je le redis, mais les collectivités, elles ont un enjeu, c'est aussi la qualité de l'air derrière, parce que moins de camions sur les routes, c'est de la création d'emplois. Donc on a un enjeu territorial très fort, c'est devenu une politique publique forte pour que ça se développe. Donc on s'est dit comment on fait pour que les acteurs y aillent, et y aillent sérieusement et dans le temps et de manière globale et pas que les maîtres d'ouvrage les plus engagés. Et c'est comme ça qu'a émergé la charte économie circulaire en 2019, qu'on fait signer aux donneurs d'ordre du territoire, donc surtout les promoteurs, les aménageurs et les bailleurs sociaux, où on impose la même chose à tout le monde, hein, que ce soit du logement, de l'équipement public, du bureau, que ce soit du public, du privé, que ce soit du bâtiment ou de l'espace public ou de l'espace extérieur. On a une règle qui est commune, donc je vous enverrai la charte, elle pourra faire partie du package qu'on va vous envoyer, mais je vais très vite. Mais globalement, dans cette charte, on impose en phase
démolition, réhabilitation, un diagnostic ressources et PEMD. Attention, le PEMD aujourd'hui tel qu'il est défini ne suffit pas à connaître nos ressources. Donc, soit on fait un bon PEMD, soit on rajoute un diagnostic ressources, mais nous, il nous faut des photos, un descriptif des matériaux, quantité, état, dimension, parce que nous, on récupère ces informations-là pour les diffuser à tous les réseaux de pleine commune. Je vous montrerai après la newsletter matériaux qu'on envoie tous les 15 jours à l'ensemble de nos partenaires pour qu'ils soient au courant des gisements qui arrivent et puis aussi des besoins en matériaux, ça c'est sur les 1%. Mais en tout cas, et ça, il n'y a pas de règle, hein, 200 mètres carrés, 500 mètres carrés, 5000 mètres carrés, on fait à minima un petit diag ressources, il n'y a pas besoin de s'imposer le PEMD à moins de 1000 mètres carrés, mais on fait à minima un inventaire des matériaux qui vont sortir, même si ça fait 3 pages et qu'il y a 5 matériaux intéressants, bah, c'est toujours ça de récupérer qui part pas à la benne. Euh, et donc, une stratégie économie circulaire à mettre en place avec l'écosystème local. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment le rôle de la collectivité de faire le lien avec l'écosystème local. Donc on envoie en fait je synthétise toutes les ressources disponibles que j'envoie aux assos, aux entreprises, aux architectes, aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, bien sûr, économie circulaire, pour qu'ils puissent se positionner sur les gisements et les récupérer le cas échéant. Et du coup, on demande bien sûr que le marché de travaux soit défini pour qu'on puisse bien déposer les matériaux qu'on trouvait preneurs. Ça, c'est pour la déconstruction. Ça vaut pour le bâtiment, ça vaut pour les espaces publics et extérieurs. Alors, c'est pas un PEMD sur les espaces extérieurs, mais on fait des inventaires systématiquement sur les pavés, bordures, pierres, enfin, terre, mobilier urbain, tout ce qui pourra se candélabres, tout ce qui pourra se récupérer. C'est pareil, on fait un petit inventaire, même si c'est pas réglementaire, et on le diffuse au réseau. Sur la partie construction neuve slash réhabilitation, je ne l'ai pas mis là, c'est la règle des 1,5-20. Donc 1% du montant des travaux alloués à l'achat de produits de réemploi, réutilisation, donc pas recyclage, hein. Donc montant TTC, donc si vous avez un projet à 50 millions, c'est 500 000 euros à dépenser en matériaux de réemploi. En fourniture, pas en fourniture et pose. 5%, ça c'est on a beaucoup de béton sur le territoire de Plenco, c'est assez intuitif, mais là on a les chantiers NPNRU qui se relancent pour la phase 2, donc avec des logements sociaux qui vont se déconstruire, une grosse masse de béton très qualitatif. Et donc l'idée c'est d'intégrer minimum 5% de granulats recyclés dans la construction neuve de bâtiments. On connaît les pénuries de ressources sur le sable, sur le granulat aujourd'hui, donc il faut absolument qu'on arrive à récupérer notre béton qualitatif, arrêter de le mettre systématiquement dans les voiries pour les mettre dans les bâtiments. Et 20%, c'est pour les espaces extérieurs et espaces publics, les deux. Donc 20% du montant des travaux alloués à l'achat de produits de réemploi, réutilisation, recyclage, dont 5% de réemploi. J'y reviendrai après, mais on a 4 filières prioritaires. Pavés bordures en pierre. Il faut arrêter de jeter nos pavés et bordures en pierre, c'est vraiment ça. Les pierres, elles ont des millions d'années. Enfin, c'est quand même des gisements très qualitatifs. Donc oui, ça demande un petit peu d'effort pour les scier, pour les stocker, mais quand même, enfin voilà, faut vraiment avancer sur ces gisements-là. Substrat fertile. C'est pareil, arrêtons d'aller gratter les terres végétales dans les champs. Le substrat fertile, c'est vous récupérez vos terres inertes, vous mélangez avec du compost, vous redonnez vie à une terre et du coup, ça va très bien pour faire les parcs, les fosses d'arbres, etc. Et puis, on a enrobé, augmenter le taux d'enrobé recyclé dans les enrobés et le mobilier urbain. Tout ce qui est potelets, barrières, candélabres, bancs, etc., poubelles, corbeilles, ça se récupère bien, ça se remet en état. Donc voilà, ça fait partie aussi des filières prioritaires. Donc ça, c'est la première chose. On exige ça sur tous les chantiers, tous les donneurs d'ordre. Ça se généralise progressivement. Aujourd'hui, on touche les gros projets. On est en train de réfléchir pour une intégration dans le PLUI qui nous permettrait de toucher aussi le diffus qu'on ne touche pas forcément aujourd'hui. Mais globalement, on touche en tout cas tous les gros projets avec cette charte-là et ces exigences-là. S'outiller, je vais y revenir après, mais ça c'est pareil, pour moi c'est le rôle de la collectivité. On met en place des formations, on fait des retours d'expérience sur nos chantiers qu'on ouvre à tout le monde pour capitaliser. Le foncier, je vais y revenir après, c'est un gros sujet. L'outil IT, on a mis en place des annuaires d'acteurs pour rendre visibles les acteurs existants qui sont capables de vendre des matériaux de réemploi, de les récupérer, etc. La liste des plateformes physiques de réemploi, base des données où je stocke toutes les newsletters matériaux, et puis bien sûr la newsletter que je vous montrerai après, qui est un outil précieux pour animer le réseau autour des gisements dispo et des besoins. Et puis le suivi, ça c'est essentiel aussi. C'est pour ça que mon poste, moi j'ai un poste qui a été créé en 2017, vraiment pour suivre l'ensemble des chantiers. Si on ne suit pas dans le temps, s'il n'y a pas un tiers un peu qui a la première difficulté, dit bah oui, mais lâchez pas, on va y arriver. Oui, c'est un petit peu plus difficile que de la construction neuve classique ou de la déconstruction classique, mais ça va marcher et rappelez-vous des impacts territoriaux, etc. Ça marche moins bien. Donc on est vraiment là, nous, pour suivre les projets tout le long des projets. On ne se substitue pas du tout aux AMO et les maîtres d'œuvre économie circulaire qui sont là pour mettre en œuvre, mais nous, on garantit, on se tient au courant pour s'assurer que tout se passe bien et que les propositions ne sont pas lâchées à la première difficulté.
Bilan sur l'application de cette charte. En préparant le séminaire, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Du coup, comme on a maintenant plus de 5 ans, même 6 ans, voire 7 de retour d'expérience sur la mise en œuvre de tout ça, l'idée c'était aujourd'hui là de revenir un peu sur et le bilan après tout ça, c'est quoi les facteurs clés de succès, c'est quoi les points de vigilance, c'est quoi les difficultés, les freins encore à lever. Donc déjà, la première chose, c'est il faut absolument un soutien politique à haut niveau parce qu'on bouscule les pratiques des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des assureurs, j'y reviendrai après, des contrôleurs techniques, des archis. Donc s'il n'y a pas un élu qui porte le sujet et qui explique qu'il n'y a pas le choix et qu'il faut y aller, les acteurs peuvent lâcher. Donc ça, c'est indispensable d'avoir un soutien politique à haut niveau et affiché. Un document qui s'est bien intégré globalement dans les pratiques des partenaires. Aujourd'hui, les partenaires de Plenco qui disent qu'ils ne savent pas qu'il y a l'économie circulaire, c'est quand même assez rare aujourd'hui, hein. Voilà, les gens savent qu'ils vont devoir faire ça. Avec du coup, je vais faire là, dans les minutes qui viennent, un focus sur 3 sujets clés. 1, la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Bon, les architectes, ça, je pense que tout le monde commence à le savoir, que sans les architectes, on n'y arrivera pas et que c'est vraiment, à eux de s'imprégner de la démarche, d'être force de proposition, de changer le regard sur la ressource et de se dire, «Je fais pas, un plan et puis après je vais chercher des matériaux en me disant: "Qu'est-ce que je peux faire en réemploi?" Mais je pars plutôt de la ressource disponible, des gisements disponibles». Aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'informations sur, ce qu'on a de manière récurrente pour pouvoir s'en imprégner et faire le projet en fonction du gisement disponible. On en a reparlé, contrôleurs techniques et assureurs. Aujourd'hui, il y a des moyens de les mobiliser. Aujourd'hui, quand ils sont informés, quand ils sont mobilisés, quand il y a les bons experts, ça se passe bien. Donc aujourd'hui, il y a encore des difficultés, mais je pense il n'y a plus de frein réel sur ces sujets-là. Même si chacun doit prendre ses responsabilités et eux aussi doivent prendre les responsabilités, j'y reviendrai après. La question des futurs preneurs, futurs acquéreurs, bon, j'insisterai et puis ensuite je reviendrai et puis bien sûr le foncier, on en a parlé, mais c'est essentiel. Sur la question des acteurs, de la mobilisation des acteurs, on est en train donc on a depuis 2023-2026 un nouveau groupement d'experts qui nous accompagne pendant 3 ans. Donc le mandataire est NeoEco, puis il y a d'autres acteurs comme Cycle de Vie, l'Archipel Zéro, une avocate, Scov Avocat, un assureur, un contrôleur technique, donc Advalue Assurance et BTP Consultant. Bon, je dois en oublier, mais voilà. Albert Co, donc qui nous accompagne là-dessus. On fait plusieurs livrables, donc une FAQ pour poser en fait les questions les plus récurrentes et un closier. Et c'est comme ça qu'on va arriver à mobiliser l'ensemble des métiers. Parce que ce closier, ça a vocation du coup à se généraliser sur le territoire et à aider à inscrire des clauses dans toutes les typologies de marchés. Donc les marchés, bien sûr, des AMO, MOE travaux, mais aussi les marchés, vous le voyez, alors je suis désolée, c'est pas très joli, mais les outils seront on aura la première version en fin d'année, donc on pourra vous les envoyer aussi. Vous voyez, on a aussi, les marchés assureurs, contrôleurs techniques, entreprises travaux et cetera, avec les pièces marchées à chaque fois et dans les FAQ, c'est pareil. Quelles compétences je demande à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'ouvrage déléguée, à la maîtrise d'œuvre, aux entreprises, aux assureurs, aux bureaux de contrôle, parce qu'effectivement, ce sont des maillons clés. C'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à mobiliser les assureurs et les contrôleurs techniques. On inscrit ça dans leur marché, hein, tout simplement. C'est un partenaire comme un autre, hein. On explique qu'on va faire du réemploi et on leur demande d'être force de proposition et d'être bienveillant vis-à-vis de la démarche. Sous-entendu, vous êtes assureur et vous êtes ultra stressé par le réemploi et vous allez appliquer une surprime de je sais pas combien, venez pas en fait, répondez pas et du coup, aujourd'hui, il y a des assureurs qui sont quand même, qui se sont emparés du sujet clairement et qui sont bienveillants et qui voilà donc plus on va faire de projets, plus l'ensemble des assureurs et des contrôleurs techniques vont se rassurer et vont débloquer, certaines situations. Mais en tout cas, nous, on le marque clairement dans leur marché comme ça, voilà, on est sûr qu'on est une team, on est ensemble, et on est là pour, faire avancer les sujets et pas pour se faire des nœuds au cerveau, quand il y a pas besoin. Parce que clairement sur la majorité des matériaux, des sanitaires, des miroirs, des portes et cetera, faut quand même pas trop se stresser, hein. On fait beaucoup de philosophie autour du réemploi, mais ça reste quand même, juste réutiliser des matériaux, qui ont déjà vécu, mais qui sont en état, similaire à du neuf, avec un aspect similaire à du neuf, une qualité similaire, donc bon, faut pas non plus trop se stresser, quoi. La question des futurs preneurs, ça, c'est un sujet qui nous arrivait après, en fait,
Nous, la charte économie circulaire, je vous le disais, on l'a fait signer surtout aux constructeurs, en fait, donc aux acteurs enfin, les promoteurs et les bailleurs sociaux, et puis aménageurs. Et en fait, donc le 1%, 5%, 20%, il s'applique à ces acteurs-là. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une grosse marge de manœuvre pour l'intégration de matériaux de réemploi sur toute la partie finition, en fait, aménagement intérieur, qui relevait plutôt non pas du promote, qui souvent livre une coque vide schématiquement, mais du preneur. Donc que ce soit pour du bureau où ça va être le preneur ou l'investisseur qui va faire tous les travaux de finition, poser les moquettes, faire les cloisons, le mobilier, l'aménagement intérieur, ou que ce soit l'acheteur particulier quand vous êtes en logement, en accession ou en logement privé, qui va décider de la cuisine, des sols, du carrelage, etc. Et du coup, là, nous, c'est vraiment une grosse préoccupation qu'on a en ce moment, c'est comment on arrive à mobiliser ce dernier maillon qui représente vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités en termes de matériaux de réemploi. Là, je vous ai mis deux exemples, j'aurais pu en mettre d'autres, mais j'ai pris l'exemple du projet élancé à Stein avec le promoteur Crédit Agricole Immobilier, l'entreprise de construction Bouygues, et puis l'expert réemploi, c'est Elan. Et en fait, ils ont fait du coup, on a fait des réunions de sensibilisation à Plenco des acquéreurs pour leur dire, bah voilà, ils ont fait évoluer en fait les notices matériaux de réemploi pour inscrire une possibilité d'avoir des matériaux de réemploi, donc sur tout ce qui est mousseur, robinetterie, carrelage, peinture, sanitaire, éléments de cuisine, etc. Ils ont le choix de refuser. Attention, on n'impose jamais rien à un repreneur. Par contre, bah, du coup, il y a des sensibilisations, pour dire: «Mais c'est la même qualité, c'est le même esthétique, il y a pas de souci», voire même sur certains éléments, vous allez avoir plus qualitatif en réemploi. Sur le carrelage, par exemple, ils ont tous pris le carrelage en réemploi. Alors c'est du surplus, hein, c'est du réemploi, discutable, mais bon, nous, on l'a mis dans la case réemploi parce que sur le carrelage, le réemploi pur, c'est quand même difficile. Mais voilà, ils ont accepté, donc ça il a fallu les sensibiliser, leur expliquer, ça a créé des débats entre eux pour dire: «Bah, ouais, c'est un peu comme sur Vinted, Back Market, bah, voilà, c'est partout pareil, à partir du moment où c'est de la même qualité, pourquoi pas?» et cetera. Et donc voilà, ça a permis vraiment de pousser la démarche. Ils ont tous accepté au moins un gisement de réemploi chez eux, voire plusieurs, encore une fois, les éléments sanitaires, les sols, et cetera. Sur le projet des bureaux, futurs acquéreurs, locataires, investisseurs, aujourd'hui, ils sont peu mobilisés. Quand on va les voir, c'est un peu plus dur parce qu'on n'arrive pas en fait, parfois, on les connaît pas, hein, les futurs acquéreurs, quand on commence à lancer le projet avec le promote. Donc, imposer des choses, c'est difficile. Donc là, c'est clairement un positionnement plus politique parce que quand les acquéreurs, ils arrivent chez nous, ils s'intègrent quand même dans un territoire, ils vont travailler chez nous, ils vont, voilà. Donc là, c'est plus, les mobiliser, les convaincre, encore une fois, leur donner à voir pour, montrer qu'un bureau fait en réemploi, c'est absolument pas moins qualitatif. Il n'est jamais question, quand on parle de réemploi, de faire moins qualitatif, il faut se sortir ça de la tête. C'est, un bureau aussi qualitatif et aussi agréable à vivre qu'un bureau avec, plein de neuf, voire même il y a moins de problématiques de COV, et cetera. Donc là, voilà, c'est un peu notre combat, c'est d'aller mobiliser et chercher ce dernier maillon pour, vraiment aller jusqu'au bout de la logique de réemploi. Je vais vite, hein, mais n'hésitez pas, il y aura la session questions-réponses après, donc si jamais il y a des sujets après vous voulez creuser. Autre sujet essentiel sur lequel on travaille en ce moment, c'est la question du foncier, vous l'avez dit. Nous, on s'est vite rendu compte que sans plateforme physique de réemploi, on serait très vite limité parce que le réemploi in situ, c'est quand même pas la majorité de ce qu'on fait. Le réemploi en flux tendu de je dépose quelque chose et bim, le lendemain, j'ai comme par hasard un projet qu'on a besoin, bah, c'est quand même pas non plus la majorité des cas. Aujourd'hui, on a besoin de requalifier les matériaux, on a besoin de les remettre en état, de faire des tests d'autocontrôle et c'est le rôle aujourd'hui que jouent surtout, les plateformes physiques de réemploi qui sont vraiment devenues un maillon indispensable, entre des constructeurs et les constructeurs, on va dire, qui aujourd'hui communiquent pas spécialement entre eux. Donc voilà, donc ce sont ces plateformes qui permettent vraiment de faire toutes ces étapes intermédiaires de remise en état de contrôle, et cetera, de garantir que le matériau a les mêmes qualités qu'un matériau neuf, et cetera. Et donc nous, on est vraiment on met le paquet sur le foncier, donc on identifie effectivement des sites et puis, bah, on lance des AMI, des appels à projets. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre quand vous avez un foncier disponible. Alors bien sûr, il faut faire des études de pollution, il faut regarder, quel zonage il est en PLUI pour voir, quelle activité vous pouvez implanter. Mais au-delà de ça, après, ça peut être, bah, vous lancez un AMI, un appel à projet, puis c'est un acteur tiers qui récupère vos matériaux, qui vous les revend derrière. Ça peut être un marché, vous passez un marché pour la remise en état d'un certain type de matériaux. On y réfléchit, l'aménageur chez nous réfléchit là pour une plateforme de ce type-là pour le substrat fertile. Ça peut être aussi en régie, hein, la mairie de Paris, plateforme de Bonneuil, c'est en régie, c'est leurs salariés qui s'occupent d'aller récupérer qui récupèrent les pavés, qui les recyclent, qui les réinjectent dans les projets. Ça peut prendre plusieurs formes, il y a des avantages, des inconvénients à chaque fois, mais en tout cas,
fait bien. Alors, on est toujours dans une logique transitoire, je l'ai mis à la fin, c'est un peu le sujet, c'est que là, on est en train de se dire, faut qu'on arrête de changer de site tous les 3 ans parce qu'investir autant d'énergie, c'est quand même dur de changer tous les 3 ans. Donc on essaye d'intégrer ces plateformes-là dans la programmation. Ça, c'est pas hyper facile, mais en tout cas, on y réfléchit. Et juste sur les activités, nous, on avait 2 plateformes de réemploi, mais qui sont arrivées au terme de leurs 3 ans, donc qui ont bougé. Donc il y avait, Réavi à La Courneuve et puis Cycle Up, à Saint-Ouen, qui ont vraiment prouvé qu'encore une fois, je le répète, hein, mais c'est des activités qui s'intègrent parfaitement dans la ville, dans les quartiers. Oui, il y a des camionnettes, oui, il y a de la remise en état, mais enfin, c'est pas une plateforme de concassage de béton avec, du bruit, de la poussière et cetera, même si ça aussi, ça peut être compatible, hein. On peut les mettre, mais bon, moins à côté d'habitation. Réavis, c'est ouvert en plus à l'extérieur. Il y avait une boutique pour les particuliers, il y avait des ateliers de remise en état. Donc les élus, ils étaient vraiment friands de ça parce que ça permet de faire le lien avec le quartier, de faire bénéficier aux habitants des matériaux qu'on a de dispo. Voilà, et aussi aux professionnels, hein. La vocation première, c'est B2B, c'est du professionnel, mais malgré tout, ça a son intérêt. Voilà, avec quelques caractéristiques communes, hein, pour ce type de plateforme, minimum 1 500 mètres carrés, des entrepôts accessibles. Faut un format entrepôt, hein, avec une partie chauffée, etc. Enfin bref. 3 autres types de plateformes qui sont à l'étude. Donc une plateforme, nous on a 3 activités qui sont plutôt à l'étude. Donc là, vous avez vu matériaux de seconde œuvre, donc eux, ça va plutôt être tout ce qui est, je sais pas, sanitaire, cloison, radiateur, sol souple, enfin moquette, tout ce que vous voulez. Nous, on a aussi les plateformes, de substrats fertiles. Donc substrats fertiles, je le disais tout à l'heure, c'est les terres recyclées en fait, hein. Donc là, on en a 2 nouvelles. Alors quand je dis «on», elles se sont implantées d'elles-mêmes, hein. C'est pas la collectivité, c'est pas des sites collectivités implantés par la collectivité, financés par la collectivité. C'est vraiment, ils ont identifié des terrains, ils ont dealé avec, le propriétaire foncier et nous, on est là en tant que facilitateurs, on mobilise les élus pour qu'il y ait le portage politique suffisant pour que les acteurs, y aillent. Donc là, on a Faiseur de Terre qui s'est installé à Saint-Denis. On a ECT, qui est un gros acteur, hein, de la terre, qui va bientôt inaugurer sa plateforme de fabrication de substrats fertiles. On a une autre qui est à l'étude sur les Tartres, qui est un terrain où en plus il y a un sujet agriculture maraîchère, ça va un futur parc, donc en plus c'est de la pré-programmation, donc c'est très bien. On en a une autre qui est à l'étude sur tout ce qui est pavé bordure en pierre, donc plutôt matériaux de voirie, 4 500 mètres carrés. Là, c'est un terrain à nous, avec des problèmes de nuisance. Aujourd'hui, le terrain, il est occupé, les gens, ils stockent n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de se réapproprier ce terrain pour implanter une activité. Là, ce serait plutôt avec un acteur tiers où on lancerait un AMI. Et puis une plateforme de réemploi de mobilier urbain, terrain d'IRIF, donc terrain état, sous face, sous l'autoroute, 4 500 mètres carrés. Et là, c'est plutôt ce qui est en réflexion, tout ce qui est candélabres. On est en train de réfléchir sur les candélabres qui se réemploient très bien. Fossier, faut faire du relamping, mais globalement, ça se fait bien. Voilà, c'est aussi quelque chose. Là, on va lancer l'AMI à la fin de l'année. Et comme je le disais, du coup, la nécessité de lancer, d'intégrer ça, de dépasser en fait le simple sujet temporaire. C'est bon, on s'est rassuré, ça fonctionne, ça crée de l'activité sans nuisance, c'est complètement indispensable dans la démarche d'économie circulaire d'une collectivité, d'acteurs publics, privés, etc. Donc maintenant, il faut essayer quand même de donner des conditions plus favorables à ces acteurs-là. Ça comprend aussi la recherche de financement, hein, parce qu'aujourd'hui, on fait porter beaucoup aux associations l'installation, la dépollution, les études de faisabilité. Je pense qu'à un moment, il faut aussi que nous, on mette, nous, un nous collectif, hein, mais il faut qu'on arrive à les aider là-dessus. Donc, on est en train de proposer à la métropole du Grand Paris, par exemple, de réfléchir à un fonds sur pour financer en fait le déploiement de ces plateformes cycle de réemploi. La région Île-de-France aussi, l'ADEME, c'est des acteurs qui peuvent financer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin maintenant sur cette idée de plateforme physique et de structurer, de les aider à se professionnaliser. Pour finir, je sais pas où j'en suis dans mes 30 minutes, mais je crois que je dois être pas loin. Dans les prochaines étapes, pour vous donner un petit peu à voir et puis après juste j'ouvrirai la newsletter matériaux si j'ai encore, 2 minutes pour vous montrer que c'est un outil qui est pas, enfin ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, c'est très simple, mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. Sur les perspectives, donc nous, on a 3 AMO. Alors à chaque fois, on est accompagné, hein, quand je dis on, oui, c'est du bon sens, l'économie circulaire et on y va parce que de toute façon, on n'a pas le choix avec la pénurie de ressources, avec tout ça. Mais malgré tout, ça reste quand même des sujets qui sont techniques. Donc nous, on est accompagné par des équipes d'AMO à chaque fois. Donc la MOMU2, j'en ai parlé. Sur l'outil numérique dont je vais dire un mot après, c'est pareil, on a une équipe, c'est Greenflex et Nobatech qui nous accompagnent. Donc nous, Pleine Commune, la mairie de Paris et Est Ensemble parce qu'on est en train de développer un outil en commun. Donc c'est pareil, on a un groupement d'experts. Et puis un AMO foncier, là c'est un Gérop et Remix, qui nous accompagne sur la plateforme de mobilier urbain.
Un outil numérique en cours, là, on devrait en reparler à d'autres moments, mais rester ouvert sur le sujet parce que on devrait annoncer bientôt quand même le lancement d'un outil définitif là-dessus. Donc l'idée, c'est de rendre visibles les gisements en temps réel, où qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est diffuse entre ma newsletter, entre les catalogues en ligne, entre les plateformes physiques, les plateformes numériques de l'offre, entre les demandes. Bon, tout ça, c'est un peu diffus. Donc, nous, on va essayer de centraliser l'offre et la demande pour faire des matchs automatic of demand. Je vous entendais parler des indicateurs tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir un outil qui va automatiser tout ça et qui, du coup, va pouvoir faire des calculs d'indicateurs en termes de camions économisés, taux de valorisation atteint sur le territoire en réemploitisation, emplois créés, activités générées sur le territoire, etc. Et puis de faire des prédictions de flux. Je passe vite. On y travaille avec la métropole du Grand Paris. Paris-Est ensemble, parce qu'encore une fois, les matériaux dépassent nos territoires. Je pense qu'il va y avoir un intérêt à y réfléchir en intermétropole, parce que, bon, certes, nos gisements changent, mais enfin, l'outil, il est quand même, c'est quand même à chaque fois le même principe. Donc, à mon avis, il y a des débats dans les mois qui viennent qui vont se lancer sur le sujet pour qu'on capitalise les uns sur les autres et qu'on mutualise des outils, qu'on ne dépense pas de l'argent en public chacun de notre côté. Et puis, un travail qu'on lance sur les filières stratégiques. Aujourd'hui, on a lancé un GT dédié sur le réemploi recyclage du béton en granulat type 1, j'en ai parlé tout à l'heure, à partir de sites pilotes, donc Franc-Moisin, Orgemont, donc des gros quartiers avec beaucoup de béton. Le mobilier urbain, j'en ai parlé, où là, je pense qu'il va vraiment y avoir une logique de rapprochement entre les fabricants, en fait, fournisseurs neufs de mobilier urbain qui n'ont pas de gamme réemploi aujourd'hui et qui doivent se positionner, ça vaut pour, pas que pour le mobilier urbain, mais qui se réapproprient un peu le sujet, qui récupèrent leur gamme, qui les remettent en état avec les mêmes garanties et qu'ils aient un pourcentage de réemploi dans leur offre. En plus des acteurs classiques traditionnels, économie sociale et solidaire, plutôt associatifs, qui eux font plutôt de la réutilisation, de l'artisanat d'art à partir de matériaux de réemploi, j'ai envie de dire quasiment, pour faire des bancs, et cetera. Donc là, on est en train de réfléchir comment structurer là-dessus, comment favoriser le rapprochement entre acteurs classiques et puis acteurs de l'ESS. Les briques aussi, gros sujet pour nous. Et là, on va essayer prochainement de structurer une filière de la brique locale, parce qu'il y a les briques belges qui sont déjà très qualitatives et c'est très bien les briques de réemploi belges. Mais nous, on a des gros gisements, des grosses demandes, donc on aimerait bien arriver à avoir une filière locale de briques de réemploi. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans le temps. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je reste après pour la session Madame questions-réponses. Ringer, pour cette présentation. Avec plaisir.